sur le vide, le champ est nul, contrairement au champ de Higgs sur le vide, mais il se mélange, il interagit quand même avec le champ de Higgs. En fait, on pourrait détecter ces vides inertes, les vides qui n'interagissent pas avec la matière ordinaire, par le mélange avec le boson de Higgs. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça donne un candidat à la matière noire qui est extrêmement intéressant. Alors, on n'a pas trouvé encore le candidat à la matière noire. Donc voilà, un candidat à la matière noire nouveau et extrêmement intéressant, l'existence d'un boson de Higgs venant d'un vide inerte qui se mélange avec le champ de Higgs ordinaire, et on pourrait voir les effets de ce mélange au LHC à plus haute énergie. On pense aussi que le boson de Higgs pourrait jouer un rôle sur la baryogénèse. En général, on pense à la baryogénèse beaucoup plus tard dans l'histoire de l'univers, mais on peut aussi imaginer que la baryogénèse vient du moment où il y a eu la transition de phase, où il y a la brisure de symétrie électrofaible, et cette brisure de symétrie électrofaible, c'est une espèce d'univers où ça se produit plus ou moins dans des bulles, et à l'interface entre les bulles qui ont déjà subi ou pas subi la brisure de symétrie électrofaible, on peut avoir la source de la symétrie matière-antimatière. Ça pourrait être pertinent pour l'inflation, ça c'est spéculatif. Et ça peut nous connecter éventuellement à l'échelle de Planck. Et ça, c'est intéressant et assez déroutant. Voici où on existe dans l'univers maintenant. Voici la masse du quark top et la masse du boson de Higgs. Je vous dis que la masse était bizarre. On a trouvé un boson de Higgs de 125 GeV, mais c'est une masse totalement délirante et extrêmement bizarre. Ça, c'est un univers où les vides est instable. Vide instable, ça veut dire que, à un moment donné, voilà, le vide disparaît et l'univers part avec. Ce qui est un peu gênant. Et ça, c'est un univers parfaitement stable. Et en fait, ça dépend de la masse du quark top et de la masse du boson de Higgs. Et puis regardez où on se trouve, on est juste là. Juste là. Dans un petit recoin bizarroïde, à la frontière entre la stabilité et l'instabilité. Bon, peut-être qu'il y a un message. Et ça, c'est intéressant. Et en particulier, si on extrapole le potentiel de Higgs à l'échelle de Planck, c'est très spéculatif tout ça, mais c'est quand même intéressant. Étant donné la masse du boson de Higgs, en fait, on extrapole à l'échelle de Planck, on s'aperçoit qu'on arrive proche de zéro. Ça dépend exactement de la masse du quark top, et on verra à la fin où on tombe quand on augmente la précision. Mais il semble qu'on arrive à zéro. Zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'échelle de Planck, le potentiel de Higgs s'annule. Et quelque part, quand la distance augmente, il s'autogénère, il finit par autogénérer sa propre masse. Puis une fois qu'il a autogénéré sa propre masse, et bing, il entraîne la brisure de symétrie électrofaible. Tout ça, c'est un truc qui est assez intéressant et assez fascinant. Le défaut, c'est que peut-être qu'il n'y a pas d'autre chose avant l'échelle de Planck, ou peut-être qu'il y a autre chose, et ça, on verra à haute énergie au LHC. Je disais ici, c'était spéculatif, je suis un petit peu. Juste pour vous dire avant la découverte du boson de Higgs, il y avait quand même beaucoup d'hypothèses. Voici quelques-unes des hypothèses. Ça pouvait être le Higgs, mais aussi plein d'autres modèles, le Higgs-less model, les vacuums, la supersymétrie qui est très populaire, les dimensions supplémentaires, le techniculaire. Tout ça était plus ou moins relié, ou directement relié, ou indirectement relié à la notion de brisure de symétrie, ou au fait que le boson, que la théorie standard allait s'écrouler à l'échelle du thème, donc il fallait inventer quelque chose. La supersymétrie a un rôle un peu particulier parce qu'elle permet de plus ou moins sauver le boson de Higgs. Je ne vous ai pas dit, mais ça, c'est un truc qui est assez difficile. En fait, une des raisons pourquoi les théoriciens ne croyaient pas à l'existence du boson de Higgs, c'est que c'est un boson scalaire. Et ce n'est pas un boson de jauge. Les bosons de jauge, leur masse est protégée par la symétrie de jauge. Mais le boson de Higgs n'est pas un boson de jauge. Sa masse ne vient pas d'une symétrie de jauge. Les premières particules que l'on détecte, dont la masse n'origine pas un boson dont la masse ne vient pas d'une symétrie de jauge. Cette masse, elle n'est pas protégée. Elle est sensible par des corrections radiatives à la masse la plus élevée dans la théorie. Et s'il existe une grande unification ou une nouvelle physique proche de l'échelle de Planck, on aurait tendance à penser que le boson de Higgs doit avoir cette masse-là, et on ne comprend pas pourquoi il est à la masse de 125 GeV et non pas à la très très haute masse. Et la supersymétrie permet de protéger la masse du boson de Higgs, c'est pour ça qu'on pense que la supersymétrie doit exister. Juste pour vous dire que je vais vous donner une idée de chiffres. En 30 ans, il y a eu 30 000 publications consacrées à la supersymétrie, 30 000 publications qui vont peut-être s'écrouler dans 2 ans si on ne trouve pas la supersymétrie. C'est devenu très très chaud déjà, il ne reste que des petits coins à la chercher. La supersymétrie, pour vous rappeler, ça implique l'existence d'une espèce d'univers parallèle où à chaque fermion est associé un boson, à chaque boson est associé un fermion. Et ces particules de cette espèce d'univers parallèle, ces particules qu'on appelle les particules supersymétriques, pourraient être détectées à haute énergie au LHC. Ok.
Donc, ben, un des plus grands projets scientifiques de tous les temps est en marche au CERN. On en a encore pour 10 ou 20 ans. On a découvert une nouvelle particule. On sait maintenant que c'est un boson de Higgs. Ça permet de comprendre l'origine des masses et les premiers instants de l'univers. Ça couronne un édifice, je pense maintenant, vous êtes convaincus que c'est un édifice intellectuel qui intègre vraiment toutes les révolutions conceptuelles majeures sur plusieurs siècles. Relativité, mécanique quantique, théorie des champs, symétrie de jauge. Elle implique l'existence d'une réalité sous-jacente, mais dans cette part, on a encore des interprétations alternatives, mais c'est quand même ce qui clarifie le plus la situation. Une réalité sous-jacente qui est composée de champs. Ce sont ces champs quantiques qui peuplent l'univers depuis les origines. C'est la même chose. Donc la découverte du boson de Higgs est complète et valide le modèle standard, dans sa version en fait minimale, ce qui est un peu déroutant. Elle a un impact considérable sur notre univers, l'origine de la masse, l'origine de symétrie, l'énergie du vide. Ça, c'est un problème qui est vraiment un problème qui est en conflit avec la cosmologie. On reste sans réponse pour plein de choses. En fait, moi, quand j'ai commencé ma carrière, je voulais répondre à tous ces questions-là. On n'a répondu à aucune de ces questions-là. On a répondu à une autre question. D'où vient la structure de la matière? Pourquoi il y a 3 familles? D'où vient le spectre de masse? Ben, je vous dis, un électron et un muon, ça se distingue par la façon dont ça interagit avec le champ de Higgs. Mais on ne sait pas pourquoi il y en a 2 et pourquoi ils ont une masse différente. La symétrie matière-antimatière, on a plein d'hypothèses, on n'a pas trouvé. La stabilisation de la masse du boson de Higgs, ben, peut-être qu'on découvrira la supersymétrie ici, on est bien embêté. On a maintenant un boson scalaire qui se balade et qu'on ne comprend pas comment il fait pour avoir la masse qu'il a. Et la nature de la matière noire et de l'énergie noire, ben ça, on peut y répondre, peut-être grâce aux découvertes du champ de Higgs, peut-être grâce aux découvertes de la supersymétrie qui fournit aussi des candidats à la matière noire. Si on verra à haute énergie au LHC, on redémarre dans 1 an et demi à une énergie essentiellement maximum. La question se pose quand même, et c'est une question légitime, de savoir si on est arrivé au bout d'un chemin. Je ne dis pas au bout de la physique, je dis au bout d'un chemin. En particulier la théorie des champs, les symétries de jauge, etc. C'est vachement contraignant. Tout émerge les uns des autres à partir de symétries fondamentales et on est arrivé au bout de ce chemin-là et on arrive à la fin à quelque chose qui n'est pas vraiment satisfaisant, si ce n'est que pour répondre à toutes ces questions-là. Peut-être qu'il faut une révolution conceptuelle majeure pour la prochaine étape, et c'est pas impossible aussi que l'on soit à l'aube d'une vraie révolution conceptuelle majeure, objectif de relativité, mécanique quantique ou une remise en question absolument fondamentale. Voilà. Merci beaucoup. Merci Yves. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'en ai une, ce fameux t-shirt, on peut l'acheter où? Est-ce qu'on peut l'acheter au CERN? Parce qu'il y en a beaucoup parmi nous qui... Vous pouvez l'acheter au CERN sans problème. Au magasin du CERN, près de l'entrée, vous trouverez dans toutes les tailles. Bon, la SAF prendra peut-être des commandes hein, pour ceux qui ne viennent pas au voyage. Maintenant que le LHC est en maintenance, hein, si j'ai bien compris, pour aller un peu plus loin dans les énergies. Il s'agit pour l'essentiel d'entraîner les aimants, c'est-à-dire ce sont des aimants superconducteurs et le moindre petit déplacement presque atomique impose un passage du mode supraconducteur au mode ordinaire, donc ce qu'on appelle un quench. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un quench, il faut 24 heures pour remonter l'aimant à l'énergie nominale, et on a 1800, 2000 éléments comme ça. Donc, ça consiste on les entraîne, hein, c'est vraiment un entraînement comme un sportif. On monte l'aimant, il quench, on monte l'aimant, il quench, puis on y va secteur par secteur, et ça nous prend 1 an et demi. Et pendant ce temps-là, on fait des réparations et des améliorations des détecteurs. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va rechercher maintenant qu'on a trouvé le boson? Ben, je vous ai dit, l'élément phare, le truc qui va exciter tout le monde, le point névralgique absolument essentiel, c'est la supersymétrie. La supersymétrie, c'est quelque chose qui est extrêmement profond et bien plus profond que simplement l'existence de nouvelles particules. Ça, c'est des conséquences de la supersymétrie. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. La supersymétrie, ça permet de connecter de façon non triviale les symétries internes. Je vous ai parlé de symétrie de jauge, de symétrie interne, et aux symétries de l'espace-temps, aux symétries au groupe de points carrés, les translations, les rotations, etc. Donc, cette connexion de façon non triviale, c'est-à-dire un vrai mélange
apparaît dans la supersymétrie. C'est ce qui fait qu'à la fin, on est capable, avec la supersymétrie, d'expliquer ou de comprendre le passage d'un fermion à un boson, de transformer un fermion en boson. Donc le lien fondamental là est créé par la supersymétrie. C'est une symétrie qui est absolument fantastiquement intéressante du point de vue mathématique. Il serait objectivement très décevant que la nature n'ait pas choisi une supersymétrie. Ce serait vraiment très décevant. Maintenant, on la cherche depuis 30-40 ans et on n'a pas trouvé. Et les fenêtres des plages où la supersymétrie reste intéressante, en particulier pour jouer le rôle des annulations qui permettent au boson de Higgs de garder de la masse assez faible et qui a la masse dans la théorie actuelle, cette plage-là est extrêmement étroite. Donc on l'aura balayé dans la première année à peu près avec la reprise des prises de données. Est-ce que vous avez des questions? Notre ami Xavier, je ne sais pas si le fil pourra aller jusque-là.